Je suis Valérie Mangin, je suis une historienne de formation puisque j'ai suivi les cours de l'école des Chartes qui forment les archivistes paléographes et les conservateurs de musées et d'archives. J'ai donc fait une thèse très sérieuse sur l'histoire du XVIIIe siècle et c'est là que le drame est intervenu puisque parallèlement je lisais beaucoup de bandes dessinées et que j'allais aux séances de dédicaces. Et à une des séances de dédicaces, j'ai demandé un dessin à un certain Denis Bajram, auteur à l'époque de Cryozone. Et c'était un coup de foudre réciproque et depuis nous sommes mariés et nous vivons toujours ensemble. Et c'est un peu grâce à lui que je suis entrée dans le milieu de la bande dessinée. Et donc mon premier travail a été Le Fléau des Dieux, donc sur une idée de lui, de Denis Bajram. Donc Le Fléau des Dieux, c'est l'histoire d'Attila transposée en science-fiction, Attila contre l'Empire romain. Et depuis, j'ai fait beaucoup d'albums de bande dessinée, de science-fiction dans cet univers, ou du chrony, un peu comme Huxley par exemple, qui raconte un peu l'histoire de la découverte de l'Amérique à l'envers, puisque ce sont les peuples dits précolombiens qui découvrent l'Europe en fait, et pas l'inverse. C'est devenu un peu ma spécialité, un peu ma touche personnelle, c'est de travailler sur l'histoire et de jouer avec, de la déformer parfois. Et c'est ce que j'ai voulu faire aussi sur Trois Christ, donc dont Denis est le dessinateur, c'est notre premier travail tous les deux. Alors Trois Christ, c'est un album de 80 pages, donc un one-shot, mais un one-shot avec 3 histoires, donc qui racontent de 3 manières très différentes et avec 3 points de vue sur le monde très différents, l'apparition historique du Saint-Suaire à Lirey, en Champagne. Pas mieux que je la fasse une fois celle-là. Et donc le Saint-Suaire, c'est la relique la plus célèbre et la plus controversée aussi de la chrétienté. Alors pour ceux qui croient en son authenticité, c'est le linge qui a servi à envelopper le corps du Christ à la descente de la croix. Et donc le linge dans lequel il est ressuscité et sur lequel il a laissé une empreinte mystérieuse de corps supplicié, une empreinte sanglante. Évidemment, pour ses détracteurs, c'est un faux qui a été fait au Moyen-Âge pour faire une fausse relique en fait, et pour attirer l'adoration des fidèles sur Lirey. Et donc c'est la première fois qu'il a été montré au public, enfin aux fidèles pardon, c'était pendant la semaine sainte de Pâques, autour de Pâques, à Lirey en 1353, dans la deuxième moitié du XIVe siècle. Et donc j'essaie de raconter de 3 manières différentes comment ce Saint-Suaire en est venu à être présenté aux fidèles, donc à Lirey à Pâques. Et dans la première histoire, en fait, il s'agit du vrai Saint-Suaire, de la vraie relique qui a contenu le corps du Christ. Donc c'est un miracle qui amène son apparition. Dans la seconde, c'est donc un faux médiéval, Dieu n'existe pas. Et donc je vous laisse imaginer comment au Moyen-Âge on a pu faire une relique portant une empreinte sanglante. Et donc dans la troisième histoire, je joue beaucoup plus sur l'absurde. Et je raconte un peu, je me fais plaisir. J'essaie de faire plaisir aussi au lecteur en racontant une histoire à suspense autour du Saint-Suaire qui est assez absurde et qui est différent des 2 premières hypothèses. Et en fait, l'originalité de tout ça, enfin je l'espère, c'est que j'essaie d'utiliser les mêmes images et les mêmes dialogues dans les 3 histoires. C'est-à-dire que j'essaie de montrer qu'avec la même matière, on peut raconter finalement tout et n'importe quoi. Dans ma première histoire, Dieu existe et la foi ne peut pas être mise en cause. On est dans un monde merveilleux et chrétien. Dans la deuxième histoire, Dieu n'existe pas. C'est un univers assez sordide finalement, où on n'hésite pas à tuer pour satisfaire son besoin d'argent. Et dans la troisième histoire, tout est absurde et finalement tout et n'importe quoi est possible. Et tout ça, j'essaie de le montrer, donc c'est 3 histoires très différentes avec les mêmes cases et les mêmes dialogues. Ce qui prouve que finalement, les choses sont beaucoup moins que ce qu'elles sont ce qu'on interprète en fait. Et que c'est très facile de manipuler les gens finalement en partant des mêmes éléments. Un simple suaire avec une image dessus, ça peut être soit une relique sacrée, soit une simple image, soit vraiment un tissu sans intérêt. C'est vraiment l'interprétation des gens qui fait sa valeur, et pas l'objet lui-même. Oui, on a essayé de faire tout le contraire. Oui, on a eu l'idée de l'album avec Denis quand on était encore à Bruxelles vers 2005-2006, au moment du Da Vinci Code. Parce qu'on était dans un café tous les deux et on entendait un couple derrière nous discuter et affirmer de manière très péremptoire ce que raconte le Da Vinci Code, à savoir que le Christ était l'époux de Marie-Madeleine et qu'ils ont eu des enfants, etc. Et pour eux, c'était quasiment une vérité révélée. Alors, ils étaient en train de dire que l'histoire que l'Église catholique complotait et nous mentait depuis 2000 ans et eux-mêmes croyaient aveuglément ce que disait le Da Vinci Code, donc c'était très troublant. Il y avait une espèce d'attirance comme ça vers ces théories du complot à l'époque qui nous apparaît assez absurde et que finalement le roman lui-même c'est une excellente fiction à suspense, très amusante et on n'a vraiment rien contre lui. Mais l'interprétation qui en a été faite par beaucoup de gens, le fait de le prendre comme ça au pied de la lettre, de le prendre pour de la vérité, ça nous a beaucoup troublés. Donc on a vraiment voulu faire réfléchir les gens là-dessus sur qu'est-ce qu'ils prennent pour de la vérité, essayer de les pousser un peu à réfléchir
réfléchir là-dessus, à être prudent en fait, avec tout ce qu'on leur dit, de ne pas tout croire comme ça. Denis avait commencé une série aux humanoïdes associés qui s'appelait Les Mémoires mortes. Il avait fait le scénario du tome 1 et j'avais fait le scénario du tome 2 sur son synopsis. On n'avait pas travaillé ensemble depuis. Je crois que le fait qu'on soit un couple fusionnel qui vit ensemble quasiment 24 heures sur 24, ça nous avait suffi. On n'avait pas éprouvé le besoin de travailler ensemble directement. Et là, je crois que c'est vraiment le fait qu'on ait eu l'idée ensemble, qu'on en ait longtemps discuté ensemble, que ce soit un thème qui nous touche vraiment tous les deux aussi au même instant, qui nous a vraiment donné l'idée de travailler, enfin l'envie de travailler ensemble concrètement, quoi. En plus, ça tombait bien parce que c'était un moment où lui-même arrivait à la fin du premier cycle de sa série W1, donc allait se trouver libre, et où moi-même j'arrivais aussi à la fin de plusieurs séries, donc j'allais trouver le moment pour vraiment écrire ça et y passer beaucoup de temps. Denis est un ancien croyant qui a eu une foi vraiment très profonde jusqu'à 18-20 ans et qui d'un coup a perdu la foi. Et de mon côté, j'étais dans une famille athée, donc je n'ai jamais été croyante, mais je me suis toujours intéressée au phénomène religieux en tant que phénomène culturel justement. Ça m'intéressait l'histoire des mentalités, de la place de la religion pour les gens, la façon dont ils voyaient Jésus finalement. Et on s'est retrouvés là-dessus. Il y a toujours une grande interrogation chez nous, chez tous les deux en fait, sur la place de la religion dans la vie des gens, est-ce que ça pouvait représenter. Et c'est vrai que la flambée qu'il y a eu un moment autour Da Vinci Code, donc des films sur l'ésotérisme, beaucoup de BD qu'il y a eu, bonne BD d'ailleurs, c'était pas la question, sur ce sujet-là, ça nous a amené à réfléchir à nouveau, oui. Et le fait qu'on ait une pensée scientifique, justement, ça permet d'approfondir, pas la foi, mais de voir un peu, de décrypter un peu tout ça de manière, avec un peu de recul justement. J'aimerais bien avoir une ligne directrice, mais j'écris sur tout ce qui me plaît ou sur les sujets qui m'interpellent à un moment. C'est vrai que Petit Miracle, par exemple, que j'ai fait avec Griffo, c'est un peu une conséquence de ma thèse de l'école des Chartes, puisque c'était une thèse sur le ministère de la Justice sous Louis XVI et pendant la Révolution. Donc je me suis posé beaucoup de questions sur la peine de mort, sur la guillotine, un peu sur la façon dont les gens voyaient ça. Donc ça m'a amené à le réfléchir. Mais c'est vrai que j'aime aussi un peu décoller, oui. Sortir un peu de l'histoire stricto sensu pour y apporter une touche fantastique, ce qui permet de prendre du recul vis-à-vis des événements et de pouvoir les juger finalement, de leur donner un sens qu'ils n'ont pas forcément sur le moment. Mais j'ai pas de ligne directrice, surtout je prends les thèmes qui m'intéressent au moment où... Voilà, c'est le Da Vinci Code, bon, ça m'a fait réfléchir dessus. Mais ça peut être n'importe quoi. On est en train de préparer un nouvel album avec Denis qui va faire partie d'un triptyque que je prépare chez Air Libre, qui va s'appeler Abîme, qui est une réflexion artistique et littéraire autour de la figure stylistique de la mise en abîme justement. Donc le premier tome va être fait par Griffo sur Balzac, le deuxième tome est fait avec Loïc Malnati sur le cinéaste Clouzot, et le troisième tome avec Denis Bajram, ça serait une sorte d'autofiction sur Denis et moi en fait, sur la bande dessinée, après le cinéma et le roman. Et sinon je vais retravailler avec Alexa sur une série de SF Heroic Fantasy, Alexandra Gagic, oui. Et puis je fais aussi une version très personnelle de l'histoire de Jeanne d'Arc avec Jeanne Puchol, où j'imagine que Jeanne d'Arc, vous savez sans doute que Jeanne d'Arc était brûlée sous le prétexte qu'elle était sorcière, mais j'imagine que c'est vrai en fait, les Anglais ont tout à fait raison d'avoir brûlé Jeanne d'Arc pour sorcellerie parce que c'était une vraie sorcière. Et donc voilà, je vais essayer de donner un sens à son épopée, évidemment très, très décalé par rapport à celui du personnage traditionnel de la sainte qu'on imagine. Bon, c'est un peu une pitchonnette faite aussi à l'image l'héroïne de l'extrême droite qu'elle a pris depuis le siècle dernier, ça c'est clair. On était de très gros lecteurs de BD tous les deux, on l'est toujours, bien qu'on ait malheureusement de moins en moins de temps d'en lire. Ça, on est aussi de gros lecteurs de comics. Et je suis en particulier une fan du scénariste Mark Millar qui fait par exemple Ultimates, où il renouvelle entièrement l'univers du comics et du super-héros, en lui donnant parfois une touche politique, puisque lui-même est un ancien syndicaliste et se revendique comme étant de gauche, ce qui est assez rare aux États-Unis. Et ça se voit assez dans ces BD malgré tout. Et une touche très personnelle. Mais bon, de mon côté, il y a beaucoup de scénaristes américains, Grant Morrison ou Warren Ellis, enfin toute cette nouvelle génération qui a vraiment renouvelé le comics ces dernières années. Je crois que c'est vraiment marquant. C'est peut-être des auteurs dont on ne parle pas assez. Ce serait Alan Moore, peut-être pour lui témoigner toute mon admiration et voir tout ce qui me sépare encore de lui, malheureusement. Je crois que c'est un vrai génie de la bande dessinée et pour moi c'est vraiment un maître.
J'admire autant sur le côté solaire qu'il peut y avoir dans Watchmen, par exemple, où il fait une BD très construite, très structurée, un peu comme j'essaie de le faire modestement dans Trois Christ, et à la fois son côté beaucoup plus dionisiaque qu'il peut y avoir dans V pour Vendetta, où c'est une BD totalement lâchée, avec deux côtés vraiment, je veux dire, chaotiques, mais au sens positif du terme, et avoir les deux côtés qui peuvent être réunis chez un auteur, pour moi c'est vraiment extraordinaire, quoi. Je crois que je ne ferais pas de la BD de la même manière s'il n'avait pas été là, et je le rencontrerai sans doute jamais, mais bon, si je pouvais entrer dans son crâne, ce serait vraiment pour lui dire bravo, merci, au maître je vous dois tout.